Une première information très rapide sur moi, hein, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais pour me présenter très succinctement, donc je m'appelle Gauthier Brunel. En fait, je dirige une petite société qui s'appelle Les Marchands de Sable, qui est spécialisée sur le sommeil, qui a construit une offre de formation sur cette thématique-là, sur l'éveil aussi, qui est directement connecté à ça, ce qui nous amène à travailler sur les problématiques d'horaire atypique. Pour avoir fait cette offre de formation, en fait, on s'est associé à des partenaires scientifiques et médicaux qui font autorité, on va dire, dans notre univers. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des médecins, des infirmiers. Donc, la plupart du temps, ces gens-là, spécialisés sur le sommeil, vont être dans des structures de soins qu'on appelle les laboratoires du sommeil. Ce n'est pas ce qui nous intéresse nécessairement aujourd'hui. Quand vous allez dans ces structures, c'est parce que vous craignez ou qu'on vous a diagnostiqué une pathologie. Mais c'est des gens qui sont intéressants, pertinents et dont on a besoin. Il y a aussi des gens qu'on appelle des chronobiologistes, on en entend un petit peu parler, et puis c'était dans le thème de la journée du sommeil. Aujourd'hui, il y avait un point qui était abordé sur l'éventualité, enfin pas l'éventualité puisque ça a été confirmé, pardon, mais sur l'idée d'abandonner le changement d'heure qu'on a tous les ans. Et donc les chronobiologistes, c'est des gens qui sont experts des rythmes de l'humain. Donc c'est ces gens-là qu'on va aller un petit peu interroger quand on va se poser des problématiques de changement d'heure. Et c'est des gens qui traitent donc, de notre horloge biologique, notre horloge interne, qui donc sont compétents aussi dans le sommeil, puisque le sommeil est en fait un rythme. C'est le rythme veille-sommeil, donc c'est indissociable de l'horloge biologique. Ce qui fait que je vais devoir vous en parler un petit peu, et ça va nous intéresser. Je vais vous expliquer des choses pour votre compréhension, et puis des choses un petit peu plus pratiques sur ce qu'on peut faire autour de ça. Et on trouve aussi dans notre univers des gens qui sont des sophrologues en fait, qui eux vont amener des techniques de relaxation, de lâcher prise, qui peuvent nous aider à pratiquer la sieste, à favoriser l'endormissement. Et donc c'est pertinent, mais c'est surtout très concret, puisque vous avez une sophrologue qui est là, qui anime un atelier ici aujourd'hui, qui va vous aider, vous accompagner justement un peu dans cette logique-là. Donc vous aurez un aspect pratique sur ce sujet-là, ce qui est plutôt sympa, mais qui viendra un petit peu après. Voilà. Avant de démarrer, je voulais juste vous faire un petit peu réagir, m'assurer que vous étiez encore bien réveillés, ce qui ne va peut-être pas durer, ça je ne sais pas. On comptera les points à la fin de la séance. Mais j'ai essayé de vous mettre au tableau, si vous arrivez à les lire correctement, quelques petites idées. L'objectif, c'était simplement d'essayer de vous faire réagir, de voir s'il y avait des choses dans lesquelles vous pouviez vous retrouver. Si éventuellement ça nécessite quelques commentaires, je suis ravi de les écouter. Donc voilà. Est-ce que au fond de la salle, vous arrivez à lire à peu près correctement? Ouais, c'est bon. Okay, donc là j'entends un monsieur qui chuchote, on ne le nommera pas, mais qui parlait du fait de s'endormir devant la télé, donc ça veut dire que ça vous correspond. Il y a peut-être d'autres choses, il y en a peut-être des siesteurs parmi nous, on a peut-être... Ouais, je vois quelques sourires, ça vous parle un peu. Pour que vous me parliez un peu de vous, le format n'est pas forcément le format idéal, mais juste pour me cadrer un petit peu, je voulais vous demander qui parmi vous a des horaires postés, donc il y a des horaires qui changent en fait et qui travaillent sur ce format posté en équipe 3-8 ou assimilé. Donc ok, vous, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur du travail de nuit, nuit uniquement? Ok. Jour aussi, d'accord. Et jour avec d'autres horaires ou jour Ah ok, vous enchaînez nuit et jour. Ah ok. Ok, d'accord. Donc vous partez en mer en fait. Non, même pas? Vous êtes au port? D'accord, ok. Moi j'ai pas de grief contre vous, donc voilà, tout va bien. Et peut-être il y a des gens dans la salle qui sont des encadrants de personnes qui ont des problématiques horaires de ce type-là, horaires atypiques ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui encadrent ce... Ouais. Ok. Ça marche. C'est juste pour un peu essayer de situer. On n'aura pas le temps de rentrer dans trop de détails, mais on aura un temps de questions-réponses, d'échanges à la fin. Ceci dit, si vous voulez réagir en séance, s'il y a des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas. C'est plus sympa quand c'est interactif, ce sera un petit peu plus vivant. Mais voilà, si partagez vos questions, on essaiera de les traiter en respectant le temps qui nous est imparti. Donc voilà, ici pas mal de petits sujets, je ne les détaille pas, mais je vais essayer de revenir sur ces différentes choses au cours de mon propos. Donc voilà, avançons. En introduction, je voulais vous dire, même si vous le savez peut-être, que malheureusement le français moyen ne dort pas très bien. On a des statistiques à jour tous les ans, puisque à l'occasion de la journée du sommeil qui est aujourd'hui, il y a une association de médecins qui publie des données. Donc j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance aujourd'hui, mais tous les ans, les conclusions sont un peu orientées dans la même direction, à savoir qu'on dort de moins en moins. Donc on a perdu à peu près 1h30 de sommeil par nuit en France en moyenne au cours des 50 dernières années, et on n'a pas besoin de dormir moins que nos grands-parents.
Donc on est dans une société où on a tendance à se priver de sommeil et évidemment c'est pas sans conséquence. On a, installez-vous où vous voulez, bonjour. On a aussi découvert qu'on avait un certain nombre de pathologies du sommeil, donc c'est assez récent, hein, tout ça, ça date du XXe siècle. Donc on sait maintenant qu'on a un certain nombre de pathologies du sommeil. On a des gens ici qui vous parleront très bien de l'apnée du sommeil, qui fait partie des maladies qu'on a un peu identifiées, qu'on connaît, la plupart d'entre vous doivent connaître, pas dans le détail, mais en avoir entendu parler. Et donc là, on est sur quelque chose qui est au niveau de la maladie, et qui a des conséquences importantes sur la qualité de sommeil. Sans en arriver là, on a découvert aussi que voilà, la qualité de sommeil était importante et qu'on pouvait avoir un sommeil qui n'était pas assez réparateur, et ça nous pose un certain nombre de problèmes. Et puis la dernière chose, c'est qu'on consomme beaucoup de médicaments en France et beaucoup de somnifères, pour ce qui nous intéresse ici. Et ça peut être très bien dans certaines situations, quand c'est suivi par un médecin, sur des cures courtes, de manière encadrée et à propos. Le problème qu'on a en France, c'est qu'en fait, quand vous regardez les statistiques, on en consomme 15% des Français dans l'année ont pris des somnifères, là où c'est 5% des Européens. On a une surconsommation en fait. Il y a beaucoup de situations où c'est pas à propos, on va avoir de l'automédication, on va avoir des erreurs un peu de diagnostic. Et donc ça peut poser un certain nombre de soucis parce que ces médicaments ont aussi des effets néfastes, il y a des effets secondaires, ça réduit la qualité de sommeil, paradoxalement, quand on prend des somnifères. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc il faut se méfier un peu de ça. Mais surtout, pourquoi je vous détaille ça dans mon introduction? Parce qu'en fait, ces trois éléments vont être des causes d'un mauvais sommeil, des causes d'une somnolence, un facteur de risque aussi de ce point de vue-là. C'est la réduction du temps de sommeil, c'est la qualité de sommeil, le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, et c'est le facteur médicament. C'est pour ça qu'on retrouve des petits pictogrammes sur les boîtes de médicaments qui essaient de vous alerter en disant attention. Mais si on prend l'exemple d'un somnifère, souvent vous avez des choses qui vont vous aider à dormir la nuit, qui vont avoir des effets aussi la journée, donc qui vont aussi impacter votre capacité d'éveil. Voilà. Pour vous donner un peu la vision de ce qu'on est en train de toucher du doigt, pour vous expliquer un peu le sens des actions, je voulais prendre un peu de temps pour vous détailler quelques notions. Et une de ces notions, c'est, j'en ai parlé en introduction, c'est l'horloge biologique. Et plutôt que vous essayez de vous bassiner, j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus ludique et d'un peu plus vulgarisé, alors que je vais vous raconter une ou deux histoires sur le sujet. Donc la première, c'est une histoire assez simple d'une plante qu'on appelle la sensitive, qui est une plante de la famille du mimosa que vous connaissez peut-être. Elle a comme caractéristique de fermer ses feuilles pendant la nuit et de les ouvrir pendant la journée. Et l'autre truc qui ne nous intéresse pas ici mais qui est rigolo, c'est que quand on touche les feuilles de cette plante, elle les ferme. Donc cette plante, elle ouvre ses feuilles, elle ferme ses feuilles. Et c'était au XVIIIe siècle maintenant, donc il y a un certain temps, un aventurier français s'est intéressé à cette plante, il l'a mis dans plusieurs pots, et il l'a mis pendant plusieurs jours dans des conditions constantes de température, d'obscurité. Donc en gros, je prends la plante, je la mets dans des pots, je la mets dans le noir, je regarde ce qui se passe pendant plusieurs jours. Et ce qu'il a observé, qui n'était pas évident pour lui en tout cas au début, c'est que quand la plante était dans le noir pendant la journée, elle a continué d'ouvrir ses feuilles alors qu'elle était dans le noir. Et pendant la nuit, elle a continué de fermer ses feuilles alors qu'elle était toujours dans le noir. Donc ce qu'il a montré, ce monsieur, c'est qu'en fait la plante, elle n'utilisait pas le soleil et son environnement pour savoir quand est-ce qu'il fallait ouvrir et fermer ses feuilles, mais elle connaissait ce rythme. Et donc ça veut dire qu'elle avait une horloge interne, un donneur de temps qui lui expliquait que c'était l'heure d'ouvrir les feuilles et c'était l'heure de les fermer. Et nous, on ne fait pas exception à cette règle. On a découvert maintenant que tous les êtres vivants en fait, ont une horloge biologique qui nous dit c'est un temps d'éveil, c'est un temps de repos, etc., etc. Après, un peu plus récemment, autre petite expérience, alors là on ne voit pas très bien, mais normalement ici vous avez la photo d'un monsieur en tenue de spéléologie. Ce monsieur s'appelle Michel Siffre, certains d'entre vous le connaissent là aussi peut-être. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait dans les années 70 des expériences d'isolement en grotte. Donc il est descendu en fait, il était passionné de spéléo, il est descendu dans des grottes, enfin une grotte en l'occurrence, dans les années 70, et il s'est coupé du temps. Il n'avait pas d'heure, il n'avait pas de repère avec le monde extérieur. Par contre, il mesurait un petit peu ses constantes physiologiques, il avait des capteurs, il avait un téléphone filaire, il appelait la surface, il donnait des informations, je suis allé me coucher, j'ai mangé, je vais bien, blablabla. Il est resté un certain temps dans sa grotte, et au bout d'un moment, quand il est ressorti, assez affaibli, on a regardé ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, et on a pu se rendre compte que dans sa grotte, en fait, il n'avait pas fait des journées de 24 heures. Il a fait des journées de 25 heures, c'est-à-dire que ces journées faisaient 1 heure de plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc tous les jours, il allait se coucher 1 heure plus tard, il se levait 1 heure plus tard. Donc si au début, comme quelqu'un de moyen, il allait se coucher à 23 heures, le lendemain à minuit, puis 1 heure du matin, 2 heures du matin, etc., etc., jusqu'à se coucher en plein milieu de l'après-midi, et au bout d'un moment, en fait, il a grignoté une journée complète. Pourquoi c'est intéressant? Parce que suite à ça, on a compris
que notre horloge interne, notre horloge biologique, elle ne fonctionne pas exactement sur 24 heures. Elle fonctionne sur ce qu'on appelle nous des rythmes circadiens, qui veulent dire environ un jour. Donc c'est environ 24 heures, mais pas exactement. Chez certaines personnes, ça va être moins. C'est les gens qu'on va considérer comme des gens du matin, qui vont tous les jours chercher à se lever un peu plus tôt et vont avoir envie de se coucher plus tôt. Et les gens qui sont du soir sont des gens qui ont, comme Michel Siffre, ont des périodes de plus de 24 heures, qui vont tout le temps vouloir rallonger un peu la journée, qui vont tout le temps avoir du mal à se lever le matin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette faculté, c'est un peu ce qui permet à l'horloge aussi de se recaler. Quand je suis dans un schéma de décalage horaire, il faut un peu de temps, mais au bout d'un moment, je me réadapte parce que l'horloge n'est pas figée sur ces 24 heures. Pour autant, il y a quelques contraintes qui sont associées à son fonctionnement qui peuvent nous poser problème. Ceci étant, vous me direz à raison que les rythmes en moyenne font 24 heures. Pas les rythmes, pardon, les journées. C'est pas en moyenne, c'est même juste 24 heures. Donc, l'horloge, elle a besoin de s'adapter à ces 24 heures. Donc on s'interroge un peu sur comment elle marche, qu'est-ce qui se passe. Il y a un graphique qui est facile à obtenir, qui est un graphique de température interne d'un Français moyen. Donc à l'aide d'un thermomètre, donc je précise, c'est bien température interne, on peut obtenir ce petit schéma. Et c'est un rythme qui est dicté par notre horloge biologique, d'une part. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre la température interne d'une personne et son besoin de dormir. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que pendant la nuit, on est fait pour dormir la nuit de base, on a une température interne qui baisse et qui est basse. On a besoin d'ailleurs que cette température interne baisse pour s'endormir et on arrive à un creux vers 4-6 heures du matin. Ça peut varier un petit peu en fonction des personnes. Donc là, c'est le moment où normalement on est endormi bien profondément, on récupère beaucoup. Et puis l'autre chose qu'on voit, peut-être pas très bien à cause de la lumière, mais qui est marquée sur le graphique, c'est ici, on a aussi une baisse de température en début d'après-midi. Donc ça, normalement, on est plus ou moins tous dedans. C'est le coup de barre du début d'après-midi. Alors, comme beaucoup d'entre vous le croient peut-être, c'est pas lié par contre à la digestion. C'est qu'un phénomène qui va perdurer si vous ne mangez pas, si on vous donne à manger de manière régulière. Il y a des interactions au niveau de la digestion. Les aliments que vous allez consommer notamment vont avoir un impact positif ou négatif. Les sucres lents, pas les sucres lents, les sucres rapides, pardon. L'alcool sont des choses qui vont favoriser la somnolence. Il y a des aliments qui ont des vertus pour un peu stimuler l'éveil, comme les protéines. C'est pour ça qu'on dit parfois qu'il ne faut pas manger de viande rouge le soir. Donc ça va jouer aussi sur ce phénomène-là. Mais ce phénomène, il perdure quoi qu'il arrive si on ne déjeune pas. Et c'est un marqueur d'un besoin physiologique de dormir. Et à ce moment-là, on appelle ça tout simplement la sieste. Donc on a besoin, en effet, physiologiquement, pour faire la sieste, chose qu'on, pour la plupart d'entre nous, dans la culture française, on ne respecte pas vraiment, parce que c'est un peu tabou, c'est mal considéré. Donc on reviendra sur ce sujet sieste, mais c'est intéressant de montrer un petit peu l'évolution du rythme de notre horloge interne, et c'est quelque chose qu'on peut objectiver ici. Comme je le disais, cette horloge, elle a besoin de s'adapter à son environnement, elle a besoin de se caler, et pour ça, en fait, elle va utiliser des informations qu'elle trouve autour d'elle, donc qui n'étaient pas dans la grotte de Michel Siffre, qui lui était coupé de son environnement, mais elle prend des informations pour se régler, pour être sûr qu'on est à peu près à la bonne heure. Donc ces informations, on appelle ça dans notre jargon, nous, des synchroniseurs. Il y en a plusieurs. La première, la plus importante d'entre elles, c'est l'alternance lumière-obscurité. Donc on va dire la lumière pour simplifier. C'est-à-dire que notre exposition à la lumière est ce qui est le plus important pour nous aider à nous régler. On a en fait, en plus de cette lumière, il faut peut-être d'ailleurs que je précise que c'est pas par le schéma de la vision, c'est-à-dire que quand je dors et que j'ai les yeux fermés, la lumière, je l'aperçois. Qui n'a jamais été réveillé par la lumière du soleil pendant son sommeil, à travers les paupières, on est exposé à cette lumière. C'est d'autres cellules qui sont présentes dans les yeux, mais qui ne sont pas la vision, qui vont nous faire percevoir cette lumière. Donc, cette information, elle remonte, elle stimule notre système, et elle fonctionne avec une hormone qu'on sécrète naturellement, qui s'appelle la mélatonine, qui est en fait un indicateur de la nuit. Donc, quand on perçoit l'obscurité, on se met à sécréter de la mélatonine. Quand on perçoit de la lumière, tac, on ferme le robinet de mélatonine. Ça, c'est une grande part de notre équilibre. Après, il y a deux autres facteurs qu'on ne peut pas trop détailler, mais qui ont été démontrés, évidemment, qui sont les horaires de repas. Donc, l'heure à laquelle vous allez manger est un indicateur pour votre organisme. Et puis, tout ce qui est vie sociale, vie interaction avec les autres, parce que l'homme est fait comme ça et qu'il a besoin d'interagir. Et donc, ça aussi, c'est un marqueur qui va être pris en compte à l'heure de régler mon horloge pour me régler sur le groupe, me régler sur la période d'activité. Si je reviens 2 secondes sur la lumière, vous vous souvenez probablement qu'en introduction, je vous disais, on dort moins qu'avant. Eh ben, la lumière, elle explique en partie
pourquoi on dort moins qu'avant? Pourquoi? Parce que dans la lumière du soleil, vous avez la totalité du spectre lumineux. Ça, c'est facile à démontrer, hein. Il suffit d'aller voir un arc-en-ciel. Il se peut qu'il pleuve de temps en temps par ici. Si après, il y a un petit rayon de soleil, tac, on a la totalité des couleurs en fait, de la lumière du soleil. Mais vous n'avez pas l'ensemble de ces couleurs dans une ampoule d'éclairage que vous allez acheter dans un magasin. Et du coup, il y a certaines lumières qui sont plus présentes que d'autres. Il se trouve que dans la modernité, on a des trucs super, hein, certains d'entre vous l'ont avec eux ou sur la table, hein, des petits portables, des tablettes, des ordinateurs, et qu'on cherche à faire des économies d'énergie. Donc on a mis là-dedans beaucoup de systèmes LED. Et la LED a une caractéristique, c'est qu'elle contient énormément de lumière bleue. Le problème, c'est quoi? C'est que l'horloge biologique, telle qu'elle est faite, elle est particulièrement sensible à cette lumière bleue. Donc, si je suis chez moi le soir, tranquillement, et j'aime bien mon téléphone, j'aime bien regarder des vidéos, j'aime bien m'informer sur Internet, j'ai juste envie de passer un bon moment et de me détendre, je prends mon téléphone, je prends une source de lumière, parce qu'il y a du rétroéclairage, je me la mets en plein dans les yeux, assez proche, donc je suis exposé en fait à cette source lumineuse, avec un message d'éveil qui est important. Donc en gros, si je suis en train de regarder une vidéo sur Internet, mon besoin de dormir, mon envie de dormir, eh ben, elle va juste reculer, et je vais me dire, bah tiens non, c'est sympa, je vais continuer de regarder des vidéos. Et je ne vais pas m'en rendre compte, je vais juste finalement finir par m'endormir plus tard. Il y a des études qui ont été faites comme ça, on peut prendre des gens, dire vous avez des tablettes, vous avez des livres, voir quand est-ce qu'ils vont dormir. C'est assez manifeste, ça touche évidemment un peu plus les jeunes générations, mais toujours est-il que ce phénomène il est très présent. Et donc, bah, on va se coucher plus tard, mais le réveil le matin, il sonne toujours à la même heure. Donc ça, c'est un facteur assez fort. Ça veut aussi dire que toutes les solutions dont vous entendez parler, hein, les filtres anti-lumière bleue, etc., sur les écrans, vous pouvez les utiliser, mais c'est toujours plus stimulant d'utiliser un écran avec filtre que pas d'écran du tout, quoi. Donc on reviendra dessus, mais en hygiène du sommeil, on va chercher à faire en sorte qu'il y ait une absence d'écran, en gros dans l'heure, dans la demi-heure avant d'aller se coucher, une espèce de blackout, donc de moment où on va couper de cette source lumineuse. Pour revenir sur mon histoire de cycle et redonner quelques éléments de compréhension, en fait le sommeil fonctionne aussi par cycle, hein. Vous avez déjà probablement entendu parler des cycles du sommeil. Dans les cycles du sommeil, c'est des cycles d'environ 90 minutes qu'on va enchaîner pendant la nuit et au sein desquels on va trouver des stades de sommeil. Donc les stades de sommeil, on les a découverts en analysant l'activité du cerveau. C'est comme ça qu'on a compris aussi un petit peu ce qui se passait pendant qu'on dormait. Et ces stades de sommeil, il y en a en gros 3 catégories. Vous avez le sommeil lent léger, sommeil dans lequel vous venez de vous endormir, vous n'êtes pas parti très profondément. Si je viens, je vous secoue un petit peu, je vous embête, ça va vous réveiller, vous allez dire qu'est-ce qui se passe. Vous avez du sommeil lent profond, qui est un sommeil qui est considéré comme très récupérateur d'un point de vue physique, où là l'activité cérébrale est très modifiée. Donc si je viens vous embêter, il est possible que en fait, vous remontiez en sommeil léger, mais que vous ne vous souveniez pas réellement, que vous ne soyez pas nécessairement réveillé. Et si j'arrive à vous réveiller, alors là vous allez être pas très bien, un peu vaseux, ça va être assez contre-productif, assez désagréable. Et donc, c'est pas très recommandé. C'est lié au fait que le cerveau est parti dans un état, a beaucoup modifié en fait son mode de fonctionnement, et c'est compliqué de revenir dans un état d'éveil. Et puis après, pour finir, hein, dans cet enchaînement, dans votre cycle de sommeil, vous allez finir par du sommeil qu'on appelle, un stade de sommeil qu'on appelle le stade de sommeil paradoxal, qui est considéré comme très récupérateur d'un point de vue psychologique, et dans lequel en fait le cerveau a une activité quasiment équivalente à l'éveil, mais le corps lui est endormi, ce qui le rend paradoxal. Si je fais une bonne nuit, idéalement, j'enchaîne 5 à 6 cycles, on va dire, un nombre suffisant, le besoin de sommeil variant, hein, d'un individu à l'autre, mais globalement, vous savez, c'est les fameuses 8 heures de sommeil par nuit. Donc quand je vous dis qu'on dort 1 heure et demie de moins qu'avant, on n'y est clairement pas. Mais en gros, il faut tendre un peu vers ça, 7-8 heures de sommeil pour un adulte. C'est une moyenne qui est plutôt bonne. Et on sait qu'il y a une bonne partie de la population qui dort bien en deçà de ça, mais qui est en privation de sommeil. Donc dans une nuit, j'enchaîne plusieurs cycles. Ces cycles, on les schématise parfois par un train de sommeil. Globalement, je monte dans le train au moment où je m'endors. Un wagon représente un cycle. Entre les wagons, je peux me réveiller, parfois y compris pendant la nuit. Ça, c'est pas forcément grave de se réveiller pendant la nuit. Ce qui est plus grave, c'est si cet éveil il est marqué, si on s'en souvient, si ça génère des nuisances, si on a des difficultés de se rendormir. Pour essayer de limiter ça, au passage, je vous invite à essayer de ne pas jouer à un petit jeu que j'appelle « Combien de temps il reste à dormir ?» Vous savez, c'est ce petit jeu où quand on se réveille dans la nuit, on se dit « Tiens, quelle heure il est ? Je dois me lever à 5h, donc s'il est 5h15, je suis mal, mais s'il est 3h30, par contre, youhou, il me reste 1h30 pour dormir. »
Le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, si on fait ça, on active son niveau d'éveil, on active un marqueur qui dit ok, c'est cette heure-là. Et comme c'est pas normal de se réveiller pendant la nuit, l'idéal c'est juste de retourner la tête sur l'oreiller, de ne pas regarder l'heure et de se laisser repartir pour avoir une perception améliorée de son sommeil et de ne pas se générer des nuisances supplémentaires en voulant à tout prix savoir quelle heure il est. Il vaut mieux se rassurer en disant j'ai 2 réveils, ils sont bien paramétrés, ils sonneront quand ce sera l'heure, et puis vivre sa vie tranquille, vivre sa nuit tranquille. Ici, je vous ai mis un petit graphique, il n'a pas besoin d'être trop commenté, je voulais juste vous montrer comment en 8 heures de sommeil, donc c'est en fait des graphiques qu'on appelle des hypnogrammes qu'on produit pour reconstituer graphiquement la nuit d'un dormeur. En gros, vous avez 8 heures de sommeil ici, 8 heures de sommeil là, donc 2 personnes qui dorment 8 heures. Là, en haut, le graphique, il montre quelqu'un qui va avoir un sommeil qui est bien réparateur, qui est bien structuré, il descend progressivement vers du sommeil profond, il fait du sommeil paradoxal, du sommeil profond, ces cycles s'enchaînent bien, tout va bien. En bas, vous avez une personne qui a un sommeil qui est très dégradé. C'est quelqu'un qui, en gros, a beaucoup d'éveil, du coup, il a moins de temps de sommeil profond, c'est moins réparateur, donc il dort le même temps, potentiellement, il ne sait pas qu'il a eu toutes ces nuisances, mais par contre, il est dans un état de fatigue bien plus avancé le matin au réveil. Donc, la quantité de sommeil est évidemment importante, et je vais vous inviter à dormir ce dont vous avez besoin, mais la qualité de sommeil est aussi fondamentale, et c'est particulièrement vrai pour des gens qui ont des horaires atypiques, parce que ce changement d'horaire, parce que l'environnement aussi peut générer des nuisances supplémentaires, et en plus de ça, souvent, vous allez manquer de sommeil en quantité, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Pour finir, mon petit laïus un peu sur comment fonctionne le sommeil, quelques rappels rapides sur l'importance que le sommeil a. En fait, le sommeil, un bon sommeil est garant d'une bonne santé, et malheureusement, l'inverse se vérifie aussi. Un mauvais sommeil apporte son lot de problèmes de santé. Donc ici, vous en avez quelques exemples. Alors avec le fond bleu, je ne sais pas si c'est très visible, mais en gros à gauche, on vous parle de risques à court terme. Il y a marqué problème de concentration de mémoire, on a plus d'appétit pour des aliments qui sont riches en calories, on a un système immunitaire qui est affaibli, donc on a des risques de maladies qui augmentent. Voilà, bon, après une émotivité un peu accrue, 2-3 petites choses comme ça. Puis après, si je rentre dans une situation où je maintiens une privation de sommeil plus aiguë, en fait, les problématiques associées se démultiplient et je me retrouve à avoir un risque de prise de poids qui amène des risques de diabète, j'ai aussi des risques de maladies cardiovasculaires qui sont plus élevés. Donc voilà, le corps se détraque un petit peu plus. Il a besoin de cet entretien, de cette régulation qu'apporte le sommeil pour fonctionner correctement. Les problématiques liées aux horaires atypiques, quelles sont-elles? En tout cas, d'où vient le problème? Le problème, il est assez simple. À la base, en tant qu'être humain, on est fait pour travailler la journée. Donc, pour solutionner tous vos problèmes d'horaires atypiques, j'ai une solution qui est très bonne, mais je pense qu'on ne la mettra pas en œuvre. C'est d'aller à la centrale électrique, je débranche la prise. À partir du moment où vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de lumière la nuit, enfin, en tout cas, sous 2-3 jours, vous aurez épuisé la batterie de votre téléphone. Et puis là, je vous garantis qu'on n'aura plus de problème. Tout le monde va aller se coucher avec les poules. Et puis ce sera très bien ou pas. Mais ce monde-là, ce n'est pas le monde dans lequel on vit concrètement. Donc, on a une société de services, on a tout un tas de choses qui se passent parce qu'on a la capacité de contrôler la lumière. Et le problème, c'est que du coup, quand je travaille la nuit et que je rentre chez moi le matin, par exemple, si je croise le soleil qui, à la base, me donne un symbole, m'aide à m'éveiller, là, il va être perturbateur parce que moi, je cherche à aller dormir. Donc, s'il me dit, tiens, c'est le moment d'être réveillé, lui, il ne sait pas que je ressors d'une nuit de travail et ça ne marche pas très bien. Donc, on va vouloir, en fait, que vous travailliez sur ces axes-là, que vous travailliez sur un peu la maîtrise, on va dire, de vos rythmes, de votre horloge interne, autant que possible avec les éléments qu'on était en train de regarder. Et pourquoi? Parce qu'on sait que les gens qui sont dans des situations d'horaire atypiques aujourd'hui, ça leur amène un certain nombre de problématiques associées au sommeil, des problématiques d'endormissement, de maintien du sommeil, ça leur amène un certain nombre de désagréments associés, et surtout leur sommeil est moins réparateur à cause aussi de leur environnement. Donc au global, on admet qu'une personne en horaire atypique, elle dort à peu près 1 à 2 heures de moins par jour qu'une personne en horaire de jour. Et donc ça à l'échelle d'une semaine, ça représente une nuit en moins sur une semaine. C'est assez conséquent. Parfois, ça apporte un peu plus de temps dans la journée, donc il y a des tentations, on peut en profiter. Mais il faut savoir qu'on les prend bien quelque part, ça ne multiplie pas les heures de manière magique. Donc avant de voir rapidement ce que vous pouvez faire au niveau individuel, je voulais quand même repréciser que les entreprises ont une part de responsabilité là-dedans. Il ne faut pas simplement dire aux salariés débrouille-toi. Et donc il y a des actions de plus en plus qu'on connaît, qu'on met en œuvre, qu'on visualise comme étant des choses positives de ce point de vue-là. Donc
On va chercher déjà à dire aux entreprises, attention, limitez le recours au travail en horaire atypique, mais bon, ça on pourrait en discuter longtemps, je pense. Mais en plus de ça, on va dire, bon, il faut essayer d'avoir des gens qui sont volontaires, qui ont un environnement qui est adapté, essayer de favoriser aussi le fait que cet environnement soit adapté par les horaires de transport en commun, de vie. Après, on sait aussi qu'il y a certains éléments de planification qu'on peut moduler. Je vous donne un exemple. On a le schéma 3-8 un peu classique à la semaine, qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on va recommander en fait d'évoluer du 3-8 pour aller vers du 2-8 plus nuit. C'est plus facile de rester sur du matin plus après-midi et d'avoir une équipe permanente de nuit qui du coup va s'habituer à ce rythme sans en changer que de conserver un rythme de 3-8. De la même logique, les 3-8 à la semaine aujourd'hui, on sait que l'horloge biologique elle met du temps à s'adapter. On admet à peu près 1 heure par jour et encore on perd cette capacité avec l'âge. C'est pour ça qu'on dit quand j'étais jeune, j'avais pas besoin d'une semaine pour m'en remettre. Donc en gros, on considère que quand vous avez une semaine de service de matin, vous allez à peu près être rythmé sur ce service à la fin de la semaine. Le moment où on va dire, bon maintenant c'est week-end et changement d'horaire. Donc ça veut dire qu'il faut sans cesse se réadapter à un rythme et qu'on n'a jamais le temps finalement d'être installé sur ce rythme. Et ça c'est une vraie problématique. Donc si on pouvait, soit il faudrait faire des rythmes très longs, par exemple faire du 3-8 au mois, en disant je change tous les mois, je ne change pas toutes les semaines. Soit sinon, on va favoriser, en fait, c'est plus vers ça qu'on tend parce que c'est un peu plus pratique, on va favoriser des rotations rapides du 4-8, du 5-8, des choses comme ça, où en fait les gens vont changer tous les 2 jours. L'objectif de ça, c'est qu'en 2 jours, ils n'aient pas le temps de s'habituer à un rythme de matin. Donc on va pousser la personne à rester sur un rythme moyen où elle absorbe un petit peu de la fatigue et quelques changements horaires, mais elle est moins chamboulée au niveau de son organisme. Voilà, donc après, bon, deux, trois petites choses en association avec ça. Et évidemment, on va chercher à développer aussi dans les entreprises des outils qui favorisent l'adaptabilité à ces choses-là. On va chercher à travailler sur le planning horaire. Donc dans les choses simples, on a envie que les gens aient des rotations, si on prend l'exemple des 3-8, qui soient dans le sens horaire. Donc on passe du matin vers l'après-midi, de l'après-midi nuit, pas matin vers nuit. On veut que les horaires de matin ne démarrent pas trop tôt. La barrière, on l'a mesuré aujourd'hui, c'est à 6 heures. En gros, quand on commence à travailler avant 6 heures, ça fait vraiment des temps de nuit qui sont très réduits. Donc ça fait des axes de travail. Et puis on va chercher à instaurer dans l'entreprise, dans la culture, dans les outils, l'utilisation de la sieste, l'utilisation de la lumière, qu'on reverra là juste après à titre personnel. Voilà pour ce petit laïus un peu entreprise. Maintenant, si on parle de vous, en fait, en tant que travailleur en horaire atypique, dans votre contexte qui est propre à chacun, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous devez faire pour bien vivre cette situation? La première chose, c'est vous devez utiliser, comme je le disais, les synchroniseurs qui sont dans votre environnement et les utiliser au sens où ça vous aidera. Donc le principal, encore une fois, c'est la lumière. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur la lumière? Votre objectif, ça va être d'essayer de vous exposer un maximum à une lumière intense, à une lumière de bonne qualité, en début de poste, en milieu de poste, à des moments où vous allez chercher en fait à être bien réveillé, à marquer au niveau de l'organisme que c'est un temps d'activité et d'éveil, que ce soit la nuit, que ce soit le matin, ça va vous aider en fait à maintenir un niveau d'éveil et attractif. Donc ça peut se faire quand on a la chance d'avoir le soleil, c'est plus compliqué la nuit. Donc sinon on va essayer de se tourner vers des solutions alternatives au niveau de l'éclairage, des lampes de luminothérapie. Le portable, bon, je ne suis pas sûr que ce soit une solution un peu pérenne, mais ça peut jouer dans cet équilibre. À ce moment-là, la lumière bleue qui nous stimule, elle est positive. Et après, à l'inverse, on va chercher à s'en protéger à des moments où elle devient négative. Donc, j'ai travaillé la nuit, je rentre chez moi, je peux tout à fait envisager d'avoir mes lunettes de soleil. Alors souvent le problème se pose plutôt en été parce qu'en hiver le soleil n'est pas forcément levé quand je rentre, mais je peux tout à fait envisager d'avoir des lunettes de soleil pour me protéger de la lumière extérieure. Et pour aller même plus loin, aujourd'hui on a développé des lunettes qui filtraient la lumière bleue, dont certaines s'appellent des lunettes Blue Blockers, qui ont été faites pour les travailleurs de nuit, pour dire je vois mon environnement sans être derrière des lunettes de soleil qui me faussent un peu la luminosité, mais j'ai plus de lumière bleue pour me protéger jusqu'au moment où je vais me mettre dans mon lit. Et quand je vais me mettre dans mon lit, ça continue, c'est-à-dire qu'il faut fermer vos volets, fermer vos rideaux, protéger votre environnement pour qu'il n'y ait pas de lumière. Ça vaut aussi pour les gens qui dorment la nuit. Il y a des gens qui sont gênés ne serait-ce que par l'affichage d'un réveil digital. Donc la pollution lumineuse, c'est une réalité qui va chaque fois jouer un petit peu contre votre sommeil. Après, il faut qu'on parle de café. J'imagine qu'il y a des gens qui prennent du café dans la salle. Bon, déjà, j'aurais tendance à le croire, ne serait-ce parce qu'on a installé des cafetières au fond de la pièce. J'ai rien contre ces personnes.
rassurez-vous. Mais en fait, je parle de café, il faut parler de caféine. Donc si on prend l'exemple du thé, vous savez probablement, il y a de la théine dans le thé. Bah, la théine, c'est exactement la même chose que de la caféine. Donc il y a de la caféine dans le thé, très bien. Il y en a dans le café, évidemment. Pourquoi pas? La caféine a des vertus stimulantes de l'éveil et du coup est utile dans différentes situations. Là où l'impact est peut-être à réfléchir ou à repenser, c'est une fois qu'on sait comment ça marche. Alors comment est-ce que ça marche? La caféine, quand vous buvez un café, si on prend cet exemple, elle va agir à peu près au bout de 15 minutes. Il y a évidemment des variabilités individuelles, mais globalement, la physiologie est partagée. Elle va agir à peu près au bout de 15 minutes. Vous allez avoir des effets marqués sur les premières heures, mais en médecine, on appelle la demi-vie le temps qu'il faut pour éliminer la moitié d'une substance qu'on ingère. Donc si je bois un café, la demi-vie de la caféine fait qu'au bout de 5 à 6 heures, j'aurai éliminé la moitié de la caféine que j'ai ingérée. Donc pour éliminer de mon organisme un café complet, il me faut une douzaine d'heures en gros. Ça marche pour un café, mais si j'en prends un autre derrière, j'en rajoute. Du coup, il me faudra plus de temps. Et donc, en hygiène de sommeil, et en vous concernant, ce qu'on veut, c'est que vous limitiez la prise de caféine à 1 à 2 cafés par jour, ou thé, ou ce que vous voulez. À 3-4, on pense que c'est ok, mais c'est pas fou. Et à partir de 5, c'est beaucoup et c'est trop. Donc, voilà, j'entends des gens qui disent « Ah, ok. » Moi, des gens qui en prennent 20 par jour, j'en ai vu un paquet. Hein. Une cafetière? Vous parlez en cafetière, vous? D'accord. Toi, t'es à combien? Ouais, 3 cafetières. Ouais, vous aussi, c'est pareil. Le problème, après, c'est quoi? C'est que si je parle en cafetière comme vous, bon, si je suis à 0, ça passe. Mais si je suis à 2 cafetières, en gros, ça veut dire que j'ai de la caféine en permanence dans mon organisme. Souvent, sur le café, les gens disent oui, mais moi, ça ne m'empêche pas de dormir, donc je m'en fiche. Okay, mais en fait, non. Pourquoi? Parce que la caféine agit sur les mécanismes du sommeil et que quand je dors avec de la caféine dans l'organisme, mon corps se dit j'ai moins besoin de dormir. Donc il va faire moins de sommeil profond, donc le sommeil sera moins réparateur. Donc le lendemain matin, je serai plus fatigué et j'aurai besoin de ma cafetière. Donc je rentre dans un cercle vicieux. Et du coup, pour vraiment savoir l'état entre guillemets de votre niveau d'éveil, il faudrait vous sevrer de café et voir un petit peu si pendant la journée vous avez suffisamment la forme, quoi. Mais pensez à ça. Évitez de prendre du café avant d'aller vous coucher. Il y a énormément de monde qui a ce genre de pratique. C'est contre-productif, même si vous aimez le café, même si ça vous fait plaisir. Passez au déca. Le problème, c'est que le déca contient aussi de la caféine. Donc, idéalement, c'est le pisse mémé, passez-moi l'expression, c'est la tisane. C'est ce genre de choses sans caféine avant d'aller dormir. On veut éviter toute forme d'excitant, caféine compris, dans les 5 à 6 heures avant d'aller se coucher, quoi, sur la base de ce que je vous expliquais précédemment. Donc ça, c'est une action assez simple et assez impactante au niveau de votre sommeil. Je vous invite grandement à y réfléchir si vous êtes un grand consommateur de café. Vous avez un volet nutrition qui vous touche aussi en tant que travailleur en horaire atypique. Il y a 2 problématiques associées à ça. La première, c'est qu'on a pu démontrer qu'une personne qui est en privation de sommeil, d'une part, elle va avoir envie de manger des choses qui sont moins bonnes pour la santé, donc des corps gras, des sucres rapides. Donc on a fait des études, on mettait des grands buffets avec des gens qu'on avait privés de sommeil, on voit ce qu'ils vont chercher. Donc moi, j'irai dans la charcute, j'irai dans les bonbons, voilà, des choses comme ça. Pas forcément le mieux pour ma santé et pour ma forme. Et puis en plus de ça, il y a une dérégulation en fait, qui se fait. En gros, si je vous prive de sommeil par des jeux d'hormones, vous allez avoir plus faim et vous allez manger du muscle et fabriquer plus de graisse que si vous avez le temps de dormir, de sécréter des hormones de croissance qu'on sécrète pendant le sommeil, qui répareront l'organisme et qui dégraderont les graisses. Donc il y a plusieurs phénomènes à l'œuvre qui vont jouer pour une augmentation de la prise de poids, pour une moins bonne alimentation. Et donc, pour contrer ça, on vous dit qu'il faut malheureusement que vous soyez un peu plus vigilant que les autres, que vous preniez un petit peu en main, que vous fassiez attention à ça. Donc on veut que vous mainteniez des horaires de repas de journée. Il y a pas mal de gens aussi qui vont sauter des repas pour des problématiques horaires, mais c'est important d'avoir ces horaires de journée parce que ça va impacter votre horloge interne. Si vous faites un repas par jour, elle ne sait pas à quelle heure il faut qu'elle se règle et c'est assez problématique. Évidemment, on veut plutôt que vous mangiez des choses qui sont saines, qui sont bonnes pour vous. Je vous fais pas vraiment un topo détaillé sur la situation, plutôt protéines, sucres lents, des sucres, des glucides, oui bien sûr, en quantité limitée. Et donc attention à tout ce qui est grignotage. Je vous ai mis, pour essayer d'illustrer un petit peu plus le sujet, un peu sur la notion de 3-8, les repas, les consommations de nourriture qu'on va s'attendre à trouver.
Donc en gros, sur quelqu'un qui est du matin, sur des horaires qui peuvent évidemment varier, mais l'idée c'est qu'on veut qu'il se couche pas trop tard, qu'il puisse s'endormir assez rapidement. Donc on va vouloir qu'il fasse un dîner léger, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je crois, mais vous savez, on dit bien que le soir, la digestion empêche de dormir. La fameuse digestion qui devrait faire dormir en début d'après-midi, le soir, elle empêche de dormir. Donc évidemment, à un moment c'est vrai, la digestion a plutôt tendance à retarder dans l'endormissement. Donc c'est pour ça qu'on veut dîner léger avant d'aller se coucher. Au moment où on se lève, on va se lever de bonne heure, hein, on doit être au boulot à 6 heures, on va chercher à grignoter, à faire une collation, et on va garder en fait un petit déjeuner à l'heure classique pour maintenir cette régularité des 3 repas par jour. Donc on aura ce petit déjeuner qui sera probablement au travail pendant une pause, un déjeuner en rentrant avant une sieste, on viendra sur là-dessus, et on conserve comme ça nos 3 repas par jour. Sur l'après-midi, c'est moins problématique, c'est probablement que ça retarde le dîner, encore que des fois des entreprises permettent de dîner sur site. Et donc on est dans un schéma un peu plus classique avec éventuellement un goûter, comme les enfants, moi j'aime bien. Et puis sinon, vous avez la nuit au travail. Là on a une logique de le dîner et le repas qui va précéder toute ma journée de travail, qui est en fait une nuit, et donc il a besoin d'être consistant. Donc on va chercher des choses plutôt sucres-lents, des choses qui vont vous tenir en fait en énergie. Vous aurez a priori une pause avec une petite collation, en tout cas je le souhaite. Et là, plutôt que de tomber dans le truc du distributeur, l'idée c'est d'avoir amené son petit casse-dalle pour avoir pu en amont anticiper sur ce qu'on allait grignoter. C'est un moment idéalement où vous allez avoir un coup de barre vers 2-3 heures du matin, c'est un moment un peu où c'est le plus dur. Vous pouvez créer de l'interaction en allant grignoter ça avec les collègues. Et puis après, quand on rentre chez soi, un petit déjeuner léger avant d'aller se coucher, sans caféine, pour les raisons qu'on évoquait précédemment. Voilà. Après, évidemment, il y a un enjeu aussi autour de l'hygiène de vie. L'alcool est un faux ami du sommeil qui, certes, fait dormir, mais fragmente le sommeil, le rend de mauvaise qualité. Donc, c'est évidemment à bannir. On sait que la réduction du temps de sommeil favorise aussi les addictions. Donc, méfiez-vous des excitants comme la cigarette, de la cigarette qui rend nigo, de toutes les substances illicites. Ce n'est pas des choses qui sont conseillées dans cette situation. Par contre, faites du sport en journée, quand vous avez le temps, mais loin du moment d'aller vous coucher, parce qu'il y a une forme de stimulation dans le sport, donc il faut le temps de l'évacuer. Et puis, on a besoin de baisser sa température interne quand on va se coucher, comme je vous le disais. Donc si vous rentrez chez vous et vous devez prendre une douche avant d'aller au lit, faites en sorte qu'elle ne soit pas trop chaude ni trop froide, parce que dans les deux cas, sinon, elle va contrer un petit peu le fait de baisser votre température. On veut plutôt une douche tiède, qui va vous permettre 36-37 degrés de progressivement abandonner un petit peu de température interne pour favoriser l'endormissement. Sinon, douche chaude au réveil, c'est une bonne manière de se stimuler et de relancer la machine. Si on regarde un petit peu ce qu'on a en termes d'hygiène de sommeil, comment faire pour avoir un sommeil de bonne qualité, vous avez des choses assez simples, c'est-à-dire il faut contrôler votre environnement dont vous n'avez pas conscience pendant que vous êtes en train de dormir. Il est impactant, la température, la lumière, le bruit sont des choses qui vont parasiter, fragiliser la qualité de votre sommeil. C'est encore plus vrai quand on est travailleur de nuit, parce que là on va se retrouver à dormir dans des environnements de journée où il y a des stimulations, il y a plus de bruit, il y a de la lumière, on a la possibilité de faire des choses, il y a des gens qui peuvent appeler, démarcher. Donc il faut organiser son environnement en conséquence pour protéger son sommeil, prévenir son entourage, utiliser des boules qui utiliser des masques de sommeil, ayez des rideaux, mettez en place toutes les mesures qui vont vous accompagner, vous aider à recréer un environnement qui est proche de celui de la nuit. En plus de ça, pour vous lister un petit peu les choses à faire pour avoir un sommeil de bonne qualité, on en a déjà évoqué certaines, mais donc méfiez-vous des excitants, ayez une activité physique autant que possible, attention à la lumière, en particulier proche de l'endormissement, donc coupez les écrans avant d'aller vous coucher. Ça vous fait peut-être plaisir d'avoir un temps où vous passez sur l'écran quand vous rentrez d'un travail de nuit, mais ce n'est pas le meilleur moment pour justement reprendre contact avec une source lumineuse néfaste. Il vaut mieux avoir un bouquin. Faites en sorte d'avoir d'ailleurs des temps de déconnexion, un peu sur la logique du rituel d'endormissement des enfants. Vous savez, on leur lit une histoire, on leur chante une chanson. Il y a un conditionnement mental qui est fait autour de ça, et ça marche aussi chez l'adulte. Donc, vous pouvez avoir, c'est conseillé, ce temps où vous relâchez progressivement la pression pour pouvoir partir, parce que malheureusement on n'a pas de bouton off, on a besoin en fait d'évacuer nos stimulations, notre stress, notre réveil progressivement pour pouvoir déconnecter. Faites attention donc du point de vue de la nutrition, respectez des rythmes et des horaires réguliers. Alors ça, je sais que c'est compliqué pour les horaires atypiques, ça vaut le coup d'être précisé parce que c'est vrai,
mais c'est donc difficile à mettre en œuvre. Mais en gros, le sommeil aime bien la régularité, notre horloge interne aime bien la régularité des rythmes. Donc si on est en capacité d'aller se coucher et de se lever à la même heure, c'est protecteur. Si on ne peut pas par le travail, c'est intéressant de réussir à lisser un petit peu les variations. Donc si je suis de matin et que je sais que je suis d'après-midi, j'essaye de me lever et de me coucher un petit peu plus tard sur mon rythme de matin pour me rapprocher du rythme d'après-midi. Ça va m'aider à transitionner d'un rythme à l'autre, si on prend cet exemple-là. Si vous avez des problèmes pour vous endormir, pour bien dormir dans votre lit, il faut que vous mainteniez votre vie privée, conjugale, sexuelle, voilà, vous m'avez compris, et le sommeil dans le lit, mais tout le reste, toutes les activités parasites, regarder la télé, manger, etc., doivent être sortis du lit pour garder cet univers dédié au sommeil. Si vraiment vous avez une insomnie, la première chose, on en parlera un peu plus en détail, mais ça va être d'essayer d'avoir des techniques pour la contrer, pour éviter de partir vraiment sur une insomnie caractérisée. Si ça ne marche pas, à un moment, cette insomnie, il faudra la vivre en dehors du lit. L'idée, c'est que quand je suis vraiment stressé, j'en peux plus, je me dis mince, demain je vais être fatigué, et puis il y a ci, il y a ça, etc. Je suis excité, j'arrive pas à dormir. Il vaut mieux aller se calmer dans un environnement calme, apaisant, dans mon canapé avec une petite lecture, et revenir quand vraiment j'ai besoin de dormir, que de rester à tourner dans mon lit. Soyez conscient des signaux de sommeil qui vont marquer les passages de votre train de sommeil. Si le train passe ou que vous le prenez, vous allez vous endormir facilement. Si vous résistez et qu'il s'en va, vous allez récupérer de l'énergie. Donc c'est le bon moment pour démarrer la nuit. Et puis les somnifères, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Parlons maintenant d'une solution qui est très indiquée pour les personnes qui sont en horaire atypique, qui est la sieste. Donc c'est pas du tout un mot tabou. En entreprise, pour moi, c'est parfois un peu compliqué. Mais c'est une solution qui est très utile pour les personnes qui ont des problématiques de sommeil à horaire décalé. Ça allait très bien pour essayer d'encaisser un peu des moments où on va avoir besoin d'énergie, pour encaisser un peu des changements d'horaire, pour compléter une nuit trop courte. Et pour moi, sieste, ça s'écrit au pluriel. Donc il y avait plusieurs formats de sieste en fait qui sont disponibles, que je vous ai présenté ici. Donc on voit un petit peu notre bonhomme là en situation. Donc là, il est dans son lit, il fait une sieste royale. Une sieste royale, c'est quoi? C'est une sieste où on va faire un cycle de sommeil complet, c'est une sieste d'environ 90 minutes. Qui est une sieste qui est très récupératrice d'un point de vue physique, d'un point de vue global, parfaite pour récupérer d'une dette de sommeil. Et pourquoi 90 minutes? Parce qu'on va essayer de faire un cycle de sommeil complet. Et à la fin de ce cycle, on va se réveiller plutôt bien. Si on se rate, le problème c'est qu'on risque de se réveiller en sommeil profond. Et là, pour le coup, c'est assez désagréable et très contre-productif. Donc en se connaissant un petit peu, on arrive généralement à peu près à trouver notre équilibre. Et c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on peut pratiquer les week-ends, qu'on peut pratiquer après les services de matin, par exemple. Si j'ai une nuit qui a été raccourcie, je suis allé au boulot, je reviens, là en début d'après-midi, bam, je complète une nuit trop courte pour récupérer mon comptant de sommeil. Vous avez après la sieste énergisante. Là, notre petit bonhomme, il est passé sur le canapé. On est sur un schéma qui, en gros, est d'une vingtaine de minutes maximum. Parfois, ça pousse un peu, mais globalement, retenez 10-20 minutes avec un réveil. Et là-dedans, on met tout ce qu'on a à mettre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une logique où vous dites tiens, j'ai 20 minutes devant moi, il faut vite que je dorme, et bien ça, vous savez déjà que ça ne marchera pas. C'est un espèce de stress. Le stress, c'est quelque chose d'éveillant qui mobilise vos capacités. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est dire ok, j'ai mis un réveil, j'ai 15 minutes devant moi. Dans ces 15 minutes, je vais me laisser partir. Si j'ai besoin de somnoler, si j'ai besoin de dormir, c'est ce qui va arriver et je vais en profiter. Et au bout de ces 15 minutes, je me réveille dans l'état dans lequel je suis, mais j'aurai pas ces problèmes de sommeil profond. Et donc, je vais assez vite récupérer un bon état d'éveil. En plus, c'est des choses qu'on peut pratiquer, c'est-à-dire qu'en siestant, vous deviendrez de meilleurs siesteurs. Donc, je vous invite évidemment à vous entraîner. Il y a des gens qui, par la force de l'habitude, ont acquis la capacité de faire des siestes de 15 minutes sans réveil. Ils vous disent, moi, en début d'après-midi, je ferme les yeux, bam, 15 minutes plus tard, je les rouvre, c'est reparti, c'est super. Donc voilà, on est sur cette idée, mais on peut le contrôler et je vous invite à mettre un réveil. Après, on a une version encore plus courte qui est ici. On est passé sur la chaise, qui est la micro-sieste. Et là, on est en fait sur une sieste où on va quasiment pas avoir de sommeil. On va trouver de la somnolence, qui sont les prémices du sommeil. On va trouver parfois du micro-sommeil si on a la capacité de le débloquer. On est beaucoup plus dans de la relaxation, du regain d'attention. Il y a de l'énergie, il y a des bienfaits associés. On peut utiliser ça à différents moments. Et comme c'est très court, c'est assez tout-terrain et c'est assez intéressant, c'est aussi là-dessus que vous travaillerez dans l'exercice de sophrologie de l'atelier d'à côté. Voilà, donc la logique de sieste, en fait, elle est un peu adaptable. C'est-à-dire qu'en fonction du temps que vous avez devant vous, en fonction des problématiques qui se posent, vous pouvez piocher là-dedans.
Donc si, je le disais tout à l'heure, je suis allé sur un service de matin, j'ai peu dormi, je peux faire au retour du travail une sieste royale. Si, pareil, je travaille de nuit et dans la matinée, j'ai dormi très peu, dans l'après-midi, bam, je peux remettre un morceau de sommeil. Si je considère que j'ai pas trop mal dormi, j'ai dormi 6h30 dans la matinée, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 8h à 14h30, bon, j'avais des choses à faire, etc., donc je reste pas au lit. Et sur la fin d'après-midi, avant d'aller travailler, je peux faire une courte sieste juste pour restaurer de l'énergie parce que j'ai encore mes 8 heures de boulot qui m'attendent, ça fait un petit moment que je suis réveillé, donc j'ai besoin en fait d'avoir un regain d'énergie. Ça peut être un outil qui est intéressant à ce moment-là. Ou de la même manière, si vous êtes dans votre voiture et que vous avez un coup de barre, vous arrêtez, fermez les portes et de vous autoriser 10 minutes à partir dans le sommeil. C'est aussi une manière de vous mettre en sécurité et de restaurer de la vigilance. Voilà, il y a beaucoup en fait d'études qui ont été faites sur la sieste, qui en démontrent les bienfaits. On n'a pas le temps de les détailler toutes. Sachez que celle dont on entend le plus parler est une étude de la NASA qui a été faite sur des pilotes de navettes dans des conditions un peu particulières. Globalement, ils ont montré qu'en faisant dormir ces personnes pendant 26 minutes, à l'issue de cette sieste, ils arrivaient à améliorer le temps de réaction du cerveau, donc la vitesse à laquelle calcule le cerveau, de 34%. Donc c'est assez impactant, c'est assez significatif, quoi. Pour ce qui est de trouver le sommeil, en gros, j'ai essayé de vous faire une petite checklist un peu de tout ce qui doit se passer idéalement avant de s'endormir. En gros, ce qui est compliqué vis-à-vis du fait de trouver le sommeil, c'est que c'est quelque chose qui, par définition, est quelque chose d'inconscient. C'est une espèce d'abandon. Il faut accepter d'attendre que ça vienne, que son corps le fera pour nous. On ne peut pas le contrôler, comme je disais tout à l'heure. Si vous pensez très fort, je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir, c'est la meilleure des garanties que ça n'arrivera pas. Donc il faut réussir à lâcher prise. Et pour ça, on peut travailler sur certaines choses qui vont nous aider à nous mettre dans les meilleures dispositions, que j'ai essayé de résumer ici. La première, c'est l'horaire, le fameux train de sommeil. Je suis chez moi, je ressens des symptômes de somnolence, j'ai les paupières lourdes, etc. Là, c'est un bon moment pour essayer d'aller dormir. Il faut se mettre dans des conditions qui sont adaptées, dans l'environnement, dans la position. Donc pouvoir relâcher l'ensemble de ses muscles, être bien installé. J'ai besoin d'avoir même le cou qui peut se relâcher. C'est pour ça que je dors pas très bien quand je suis passager d'une voiture et que j'ai la tête qui ballotte. Donc j'aménage mon environnement évidemment pour favoriser ça. Il faut fuir tout ce qui est perturbateur. Donc j'ai besoin de ne pas m'exposer à de la lumière, particulièrement de la lumière bleue qui est stimulante en termes d'éveil, quelques temps avant d'aller dormir. J'ai besoin de désactiver ce qu'on appelle les centres de l'éveil parce qu'on a des stimulants au sein de l'organisme. Le stress dont je parlais en fait partie, un stimulant de l'éveil. Le plaisir aussi, si j'ai l'habitude de lire avant d'aller dormir mais que je tombe sur un livre qui me passionne, vous avez peut-être remarqué des fois ça vous tient éveillé pendant 2 heures parce que justement vous prenez entre guillemets trop de plaisir. Donc lisez des mauvais nanars avant d'aller dormir. Mais pour revenir à ça, donc, il nous faut du temps pour désactiver ces centres de l'éveil. Donc on a besoin de ce temps de déconnexion. Et après, si je suis dans mon lit, j'arrive toujours pas à dormir et que je ressasse mes pensées parasites, ah oui, tiens, demain je voulais appeler ma mère et puis j'avais une liste de courses et puis je sais pas quoi. Là, c'est un moment en fait où il y a le petit vélo qui se met en marche et je commence à plus trouver le chemin du sommeil. Donc la première chose qu'on va essayer de mettre en œuvre ici, c'est ce que je disais un peu précédemment. On va se dire, on peut utiliser des techniques de relaxation qui vont essayer en fait de canaliser ces pensées parasites pour vous aider à vous endormir. Donc vous en pratiquerez d'ici peu, mais pour vous les présenter un petit peu, en tout cas quelques-unes assez simples, assez succinctement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez la technique très classique, je pense que tout le monde a tenté une fois dans sa vie, d'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'on peut essayer de se projeter dans un environnement qui est bienveillant, on oublie ses soucis, on est sur la plage, il fait beau, on en profite, on est relaxé. Donc ça, c'est déjà une technique qu'on peut mettre en œuvre. Après, pour avancer un petit peu, vous avez des techniques de visualisation du corps qui travaillent sur la relaxation musculaire. On va essayer de s'assurer qu'on a relâché ses muscles. Donc on va chercher à visualiser en parcourant mentalement son corps, par exemple, qu'on a bien relâché toutes les tensions, que mes doigts sont bien tous mous, que la pesanteur est bien présente, que je suis bien écrasé dans mon matelas. Donc voilà, on peut faire un travail sur ces axes-là. Et puis la dernière chose va tourner autour de la respiration, qui est une bonne manière d'impacter, de ralentir un peu, on va dire, l'activité de l'organisme. Donc on peut utiliser des techniques qu'on appelle souvent des techniques de respiration abdominale, qu'on va trouver dans plein de choses, dans le yoga, dans la sophrologie, dans la méditation, etc. Où en gros, on va chercher à ralentir son rythme de respiratoire, comme le fait naturellement un dormeur. Donc si quelqu'un dort à côté de vous, vous avez remarqué, ils ont des respirations assez amples. Donc nous, en fait, on peut favoriser ça, parfois en comptant, en prenant le temps et le soin de bien gonfler quand on inspire, de bien décortiquer ses mouvements.
On a un exemple ici avec une technique au carré, en fait, où on décortique en 4 temps. Alors le but, c'est pas de devenir des champions de l'apnée, mais en gros, on prend le temps de gonfler, on marque un temps pour bloquer, on prend le temps de bien souffler, on marque un temps pour bloquer, et ça nous fait une espèce de carré qu'on peut visualiser dans sa tête. Rapidement, parce que le temps commence à me manquer, je voulais juste vous dire 2 mots sur la somnolence au volant, mais elle peut avoir les mêmes impacts, les mêmes conséquences dans des accidents, dans un environnement industriel. Ça a été prouvé, hein, vous avez des affiches dans un atelier au fond du couloir. Aujourd'hui, la somnolence au volant, c'est devenu une cause majeure d'accidentologie sur autoroute en particulier, qui est un environnement qui reste assez monotone. En gros, à peu près un accident mortel sur 3 sur autoroute est lié à la somnolence au volant, c'est assez considérable. Sachez que pour lutter contre cette somnolence, c'est clairement un besoin de dormir et vous pouvez y répondre, vous pouvez diminuer votre risque qu'en répondant à ce besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On l'a évoqué, vous pouvez vous arrêter, faire une sieste dans votre voiture, vous allez adresser ce besoin de dormir, récupérer de l'éveil. Vous pouvez utiliser la caféine qui mettra un peu 15 minutes environ à agir, donc vous pouvez d'ailleurs faire les deux en même temps. Ou vous pouvez passer le volant, mais la plupart du temps c'est pas toujours facile. Quand je suis en train de rentrer du travail, il se peut que je sois tout seul dans mon véhicule. Donc ayez en tête que quand vous ressentez les symptômes de la somnolence, que vous êtes derrière votre volant, vous êtes déjà à risque, et que toutes les stratégies qu'on peut partager autour d'un café avec les copains, du style moi je conduis pieds nus, ou j'ouvre la fenêtre, ou je mets la radio plus fort, sont des choses qui n'ont jamais démontré aucun bénéfice. Donc ça ne vous mettra pas plus en sécurité, probablement même que ça vous mettra un peu plus à risque à cause de ça. Pour conclure, je voulais récapituler un petit peu les idées en vous remettant ce que préconise la Haute Autorité de Santé, donc ce qui est recommandé en suivi médical pour les personnes qui sont en horaire décalé. Ça fait aussi le lien avec l'ISTF qui organise aujourd'hui ces animations, qui sont des gens vers qui on peut se tourner, qui sont un peu référents de ces sujets et qui peuvent vous accompagner quand vous avez des problématiques liées à ça, qui sont aussi en capacité d'ailleurs d'accompagner les entreprises dans des réflexions associées à ces thématiques. Donc qu'est-ce qu'on dit pour vous? On dit qu'en gros, il faut s'assurer d'avoir un minimum de quantité de sommeil de 7 heures par 24 heures. Donc on a cette notion de... On peut découper son sommeil, on peut dormir en 2 fois, on peut dormir en plusieurs fois, mais il faut en avoir suffisamment. Et qualitativement aussi, il faut qu'il soit bon, donc il faut travailler sur cet angle. Il faut évidemment informer les gens des risques liés, en particulier accidentels, donc liés aux problématiques de somnolence, des risques auxquels ils s'exposent quand ils sont dans des situations où ils manquent de sommeil. Donc on l'a fait un petit peu, on l'a fait rapidement. On peut travailler avec la lumière, c'est recommandé de le faire puisque ça va favoriser le fait de s'adapter à certains rythmes. Donc, pour rappel, des lumières plutôt fortes en début de poste, se protéger de la lumière sur le fin de poste pour préparer en fait la capacité à dormir. Après, si vous mettez vos lunettes de soleil parce que ça vous aide à préparer votre endormissement, très bien, mais pensez quand même à rentrer en sécurité chez vous. Si vous piquez de la tête sur la route, c'est pas la peine d'avoir les lunettes de soleil sur le nez. Dans le même temps, la sieste, très bon outil pour gérer vos privations de sommeil, aménager en fait votre récupération, la gestion de votre énergie. Et puis pour conclure, vous verrez qu'ils sont un peu moins sympas que moi. Donc ils disent pas une cafetière par jour, ils disent une prise unique de caféine. Donc peut-être que si vous prenez la cafetière tout d'un coup, ça passe. Mais sinon, voilà, eux ils sont dans le 1 café, une prise de caféine. Comme je vous le disais en hygiène de sommeil, 1 à 2 c'est bien, 3 à 4 c'est ok. Au-delà c'est réellement plus et méfiez-vous-en proche du sommeil. Voilà en gros ce que je voulais vous dire dans le temps imparti. Je pense qu'on aura peut-être un mot de conclusion, mais si vous avez encore un tout petit peu de temps, et en tout cas moi je suis par là, donc on peut répondre à quelques questions. Enfin, le docteur Fouquet va peut-être nous confirmer qu'on a 2 minutes pour une question ou deux. Donc voilà, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, dites-moi, c'est avec plaisir. Et dans tous les cas, merci de votre attention. Je ne sais pas si quelqu'un du coup voulait réagir. Ce matin, je m'en suis sorti avec une blague. J'ai dit j'ai dû vous endormir, mais là, comme vous avez applaudi, manifestement, c'est pas le cas. En fait, c'est une question qui est tout à fait légitime. Donc, madame demande qu'est-ce qu'il en est du sommeil de nos voisins, en gros. En fait, tous les pays occidentaux ont les mêmes problèmes que nous.
C'est-à-dire qu'ils vivent de la même manière. Et souvent, ces genres de tendances même arrivent un petit peu des États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand nous on dit on a perdu 1h30 de sommeil, eux ils ont perdu 2 heures. C'est pareil au Japon, c'est pareil chez nos voisins. En gros, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'homme moderne est un homme pressé, un homme qui cherche du temps, et que la meilleure variable d'ajustement pour pouvoir regarder une série de plus, être plus productif, être plus beau, être tout ce que vous voulez, c'est de grignoter dans les 24 heures sur son temps de sommeil. Ben, en fait, la sieste, bien sûr que vous avez raison, hein, il y a des pays qui ont une culture de sieste qui est plus prononcée. Je ne prendrais pas l'Europe comme meilleur exemple là-dessus. C'est plutôt lié à des problématiques de température et à ce besoin physiologique de sieste. Et si vous allez en Espagne, en fait, ils reviennent un petit peu de ces modes de fonctionnement où ils coupaient pendant 4 heures dans l'après-midi et ils se remettent plus à vivre à l'occidental en disant on prend les mêmes horaires que tout le monde. Par contre, vous avez des endroits du globe, particulièrement l'Asie, où ces pratiques de sieste sont très très ancrées. Si on prend l'exemple de la Chine, c'est un droit constitutionnel de faire la sieste en Chine. Donc de temps en temps à la télé on voit des reportages, ils disent on allait voir ce qui se passait en Chine, ou à l'inverse, il y a des sociétés comme Huawei, qui est un équipementier chinois qui est présent en France. Vous ouvrez les bureaux de chez Huawei à 13h, ou dans la salle de réunion, vous trouvez des gars qui sont allongés par terre, ils sont juste en mode je fais ma sieste. Et ils ont ce droit dans la loi, et c'est dans leur pratique et c'est dans leur culture. C'est très accepté et c'est très bénéfique. C'est pareil dans les écoles, c'est pareil à plein d'endroits. Nous, on a certaines, plus on va au sud, plus c'est instauré, mais on n'en est pas à ce niveau-là d'acceptabilité. Et en France, la sieste, elle a un regard qui est très ambivalent. C'est-à-dire que c'est un sujet toujours un peu clivant. Il y a des gens qui vont dire c'est pas bien du tout, voilà, je vois quelqu'un qui dort, c'est un fainéant. Dans le même temps, c'est connoté à la navigation en solitaire, à des performances incroyables. Vous avez un livre qui s'appelle Éloge de la sieste, qui a été préfacé par Jacques Chirac. On en parlait tout à l'heure, il y a des grands noms qui sont associés à la pratique de la sieste, qui disait Napoléon, Dali, etc. Il y a une espèce de fantasme aussi autour de ça. Donc, on a une culture qui, je pense, a besoin encore d'évoluer pour que ce soit mieux accepté. Ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui sont en horaire atypique, c'est un peu plus valable. C'est-à-dire, on se dit, ok, ils ont un sommeil qui est plus perturbé, donc c'est normal qu'ils s'adaptent grâce à cet outil. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'espère. Je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. La lumière, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faudrait mesurer. En fait, c'est les questions de base. C'est un peu quelle est la source lumineuse. Vous savez, maintenant, il l'exprime souvent en température lumière ou en Kelvin quand vous achetez vos ampoules. Vous n'avez jamais vu ça. Maintenant, quand vous allez dans les rayons, vous achetez une ampoule, ils vous disent celle-là, c'est une 3000 Kelvin. Ils essaient de vous donner une grille. C'est plutôt des lumières chaudes, des lumières froides. Les lumières chaudes sont des lumières beaucoup plus agréables, beaucoup plus jaunes, un peu cosy. Les lumières froides sont des lumières beaucoup plus neutres. Ça fait très hôpital, c'est blanc, c'est brut. Les lumières froides, brutes, sont en fait les lumières qui sont le plus éveillantes, qui contiennent le plus de lumière bleue. Mais après, il faudrait voir quelle est la puissance de la source lumineuse, quelle est la distance, si jamais je la regarde en direct ou pas, et faire une somme un peu de tous ces facteurs. Aujourd'hui, une télé cathodique, ça émettait 0 lumière bleue, en gros. Une télé LED, ça en émet beaucoup plus. Parfois, j'ai un recul qui est suffisant. Moi, un test que j'aime bien faire sur les écrans mobiles, c'est dire vous mettez dans le noir et vous voyez si vous pouvez l'utiliser pour vous éclairer jusqu'aux toilettes. Déjà, si c'est le cas, c'est qu'il produit un certain nombre de lumières. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais de plus en plus, vous avez des filtres anti-lumière bleue qui sont disponibles sur ces appareils, qui sont évidemment à utiliser, mais ça ne compense pas. Quand vous avez un appareil qui vous éclaire avec un filtre anti-lumière bleue, c'est toujours plus que pas d'appareil du tout. Donc c'est mieux d'avoir un abat-jour, d'avoir une lumière qui n'est pas en exposition directe. Et après, on peut aussi jouer sur l'ampoule. Si vous êtes dans votre chambre à coucher, on va plutôt favoriser une lumière chaude qui aura moins de lumière bleue, qui sera moins impactante. Et ça, c'est un équilibre qui est pas trop mal. Sauf s'il y a une dernière réaction. Merci beaucoup de votre attention.